Eh bien salut, coucou les amis, coucou, bienvenue sur la chaîne DDR Pro de Game avec la chaîne Arcaril, mon ami Arcaril. Comment vas-tu ce matin? Très bien, merci. Voilà, Super. donc on va reprendre notre vidéo sur une vidéo un peu, comment dire, d'analyse, hein, donc à notre niveau, hein, bien sûr, on n'est pas non plus, on n'est pas les créateurs du jeu, mais enfin on a fait quand même pas mal de parties, hein, je crois que tous les deux on a dû faire une centaine de parties, et donc on va reprendre notre analyse personnage par personnage de l'Inox, hein, on a commencé Arcaril à faire à voir ses cartes. On a parlé déjà beaucoup, hein, longuement sur le personnage. On l'a présenté et on a dit un peu ce qu'on en pensait. Et on a fait les cartes du niveau 1 jusqu'à X. Et donc il nous reste maintenant à voir, quand on prend des niveaux, quand on monte, c'est vrai que là le choix Arcaril, il va être délicat parce que une fois qu'on est arrivé à faire une main et on s'est un peu habitué à ces cartes pour avoir une stratégie de jeu, et là patatras, on monte de niveau et tout est chamboulé parce qu'on va devoir intégrer de nouvelles cartes éventuellement. Et oui. Et là c'est le choix est délicat parce qu'on est obligé d'enlever une carte et de la remplacer par les nouvelles. Puisque le nombre de cartes dans le deck n'évolue jamais. En tout cas, j'ai pour l'instant vu aucun personnage qui permettait d'augmenter ça. Ce qui va entraîner, et ça c'est vrai pour tous les personnages, un peu de frustration parce qu'on a des bonnes cartes qu'on n'a pas envie de lâcher, mais il va falloir faire des choix quand même. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux, faut lâcher des cartes, quoi. Et ouais. Et c'est comme ça, c'est un peu le principe du jeu. C'est de l'amélioration de deck, on va dire, plus que de la construction ou du deck building. Hein. C'est voilà, on va optimiser son deck. Allez, Inox. Donc du coup, on est au niveau 2, hein, c'est là qu'on va avoir le premier choix. Et oui. Et peut-être qu'on peut dire quand même repréciser que là, on va rentrer dans une partie relativement de spoiler, quoi, parce que voilà, pour ceux qui veulent vraiment découvrir moi je sais que c'est comme ça que je faisais, je regardais pas les cartes du personnage, hein. J'attendais de monter de niveau pour découvrir les nouvelles cartes et voir les choix, alors peut-être qu'il y en a qui font pas comme ça, hein, qui regardent direct l'ensemble des cartes, mais enfin bon, précisons que c'est accessible que quand on commence à changer de niveau, donc voilà, léger spoil. Alors je mettrai un message, j'ai une trusterie, spoil alerte. Maintenant il serait peut-être rigolo, tu vois, de faire, si tu veux corser la difficulté, de tirer au hasard ta carte en fait, éventuellement, tu vois, si tu veux corser ça, en disant qu'il a reçu une formation. Bon, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait du roleplay et tu réfléchis sur ta façon de jouer du personnage depuis le début et tu essayes de prendre celle qui correspond un peu à la ligne du personnage, ce qui serait plutôt correspondrait à son expérience en fait. Ou alors vraiment si on veut le jouer à une grosse difficulté, c'est d'en choisir qu'une en effet pendant toute la carrière du personnage et pourquoi pas même la tirer au hasard. Ce serait ce qui te obligerait à modifier en fait un peu le comportement de ton personnage en fonction des cartes que tu as en fait. Ouais, c'est sûr. Après, là, normalement, la règle officielle, c'est vrai que tu montes, par exemple, imaginons qu'on monte niveau 2, on a 2 cartes à disposition, on doit en choisir une sur les 2, et après, normalement, c'est fini, c'est fini, jusqu'au prochain changement de niveau, où là, on pourra à nouveau choisir une nouvelle carte, et on pourra soit choisir la deuxième carte de niveau 2 qui n'aura pas été choisie, et ou une des 2 cartes du niveau 3, voilà, mais c'est tout, quoi. Enfin, voilà, ça c'est la règle officielle. Je sais que beaucoup de joueurs, nous on fait comme ça aussi, on se donne la possibilité à chaque fois de choisir parmi l'ensemble des cartes. Voilà, et on n'est pas complètement bloqué, quoi. Si on a mis de côté une carte, on peut quand même la rechoisir si dans une partie ça nous semble plus intéressant tactiquement. Alors sans doute, c'est ce qu'on s'était dit avec un groupe de joueurs là, ça facilite un tout petit peu le jeu. Mais je trouve ça plus intéressant au niveau choix tactique. Ça facilite, mais dans le même sens, ça te torture, hein, parce que tu as beaucoup plus de choix en fait, voilà, et donc du coup, tu hésites beaucoup chaque fois à abandonner une carte. Et bon, en gros, quand même, on peut dire qu'en gros, quand on regarde, on a quand même moi je pense, je sais pas toi, mais moi à 70%, j'ai à peu près toujours les mêmes cartes. On a quand même une façon de jouer. Et après, c'est peut-être en fonction des scénarios que tu changes une ou 2 cartes.
C'est rare qu'on ait changé la moitié du deck, quoi, par exemple. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Et puis tu finis quand même par choisir quand même les cartes de plus haut niveau. Elles sont quand même malgré tout souvent plus fortes que les premières. Sauf si tu as commencé à améliorer un peu tes premières cartes. Là, du coup, c'est un peu plus crève-cœur. Voilà, en plus, t'as mis de l'argent dedans en plus, donc bon. Alors, ces cartes. Sauf et puis aussi, sauf si tu fais des combos et que tu aimes bien jouer tes combos, c'est. Mais en général, tu as raison. Là. Mais en fait, il y en a pas mal qui améliorent des premiers niveaux quand même. Alors, si on moins cher. Si on regarde, on a Juggernaut et Fatal Advance. Donc, le choix. Donc Fatal Advance, moi, c'est celle que je vais mettre le plus dans mon deck. Mais moi, il me semble que de mémoire que j'ai joué les deux. Il me semble que j'ai joué les deux assez régulièrement parce que les deux sont intéressants. Alors, on va commencer par Fatal Advance. Alors, les amis, on a une carte qui est doublement intéressante. Même triple, on peut dire, là, pour le coup, parce que l'initiative, déjà, elle est pas mal. Elle est moyenne, 40. C'est pas le plus rapide, mais pour lui, c'est quand même pas mal. Pour le Linux, je veux dire. Mais après, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on a une carte, quand même, de mouvement 4. Donc, qui permet un déplacement. On peut toujours l'utiliser en déplacement. Si, ça, c'est quand même bien d'avoir une carte qui permet, au moins, une utilisation, on sait qu'on va avoir un mouvement rapide, enfin qui nous permet de nous déplacer loin dans le jeu. Et le haut, il est quand même pas mal. Il est pas mal, mais à risquer parce que on perd la carte. C'est une carte perdue. C'est qu'elle tue un adversaire normal sur le coup. Alors moi j'aime bien ces cartes, mais c'est une façon de jouer un peu risquée parce qu'on perd vite les cartes. Et on gagne 2 points d'expérience. Ça a placé de manière intelligente. C'est vrai que la première fois qu'on a vu ces cartes-là, on a fait « Oh non, on tue directement un monstre, c'est trop fort !» Et après, bon, dans les ennemis normaux, t'en as des plus ou moins forts selon les espèces, quoi. C'est sûr que détruire par exemple, un démon de la terre, qui a un gros sac à points de vie, où tu sais que tu vas passer plusieurs tours à tenter de le tuer, ça vaut le coup. Voilà. Et voilà. En fait, le jeu, c'est surtout on gère du temps la plupart du temps. Du coup, si ça vaut le coup, on se dit celui-là, si je le tue, on va gagner 4-5 tours. Ouais, là, ça vaut le coup de perdre une carte. Si c'est pour juste tuer un petit vermling dans un coin, bon, évidemment, là, c'est pas très intéressant. Mais non, elle est vraiment très bien, cette carte. Elle est très bien, moi je l'avais souvent. Mais à savoir que c'est une carte qu'on va garder, comme tu dis, un peu en retrait. Donc on va se servir surtout du déplacement au début. Et vraiment, quand on va avoir un adversaire qui nous gêne vraiment particulièrement, on va la griller pour s'en débarrasser. Ou un monstre qui a plein de boucliers. C'est souvent pénible à battre aussi, ça. Mais ça m'étonne pas que tu la prenais souvent parce que justement, là, on a sur les deux cartes, on a bien une différence de style. Ça, c'est vraiment une carte offensive, d'attaque, alors que l'autre Juggernaut, c'est vraiment une carte de défense et donc plutôt de tank. On en a parlé à la dernière vidéo sur les deux options possibles du personnage. Il y a deux profils là, en fait. Ah oui, là, très clairement, ils sont très clairs, quoi. Alors, tu vois, je me rappelle quand même que l'autre, je l'avais quand même utilisé aussi. Alors, contrairement à certaines où c'était pas trop mon style de tank, celle-là, elle est quand même intéressante à jouer, même sur les deux profils. Pourquoi ? Parce qu'elle a quand même une particularité, si on regarde bien, assez unique. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est de proposer du déplacement dans la partie haute, dans la partie attaque. Ce qui permet de cumuler deux déplacements. Imagine, j'en joue une qui fait 4 en bas, plus 2 en haut, tu fais 6. Ça peut être pas mal de faire un 6 de déplacement. Et en plus, tu portes une attaque. Bon, pas très puissante, tu me diras, 2, mais tu portes en plus une attaque. Donc, c'est quand même pas mal. Et en plus, on peut l'améliorer, là, celle-là. Tout à l'heure, on l'a pas dit, sur Fatal Advance aussi, on peut aller plus jusqu'à 5. De déplacement. Le mouvement, Mais là, on peut faire donc 3 en haut de déplacement, on peut l'améliorer jusqu'à 3 et 3 d'attaque. Ce qui est quand même assez puissant quand même. Quand on réfléchit un combo là, sur de 2 cartes, on peut faire quelque chose de bien. En plus, elle a une initiative plus basse, 34, donc plus rapide que Fatal Advance. Alors, elle pourrait être parfaite, tu me dirais,
si parce qu'elle a quand même pour le bas, elle propose quelque chose d'intéressant, hein. C'est-à-dire que de t'immuniser pour les 3 prochaines sources de dommages de 3, vraiment si tu es au contact avec un gros monstre, tu sais que sur les 3 prochaines attaques il va rien te faire et tu gagnes un point d'expérience, ce qui est quand même puissant. C'est quand même puissant. Son seul handicap, ce qui moi je trouve, c'est que là aussi tu grilles la carte en utilisant c'est vrai que là elle serait en permanent, je pense elle vaut plus le coup que l'autre pour tu vois. Ah ouais, mais t'en demandes beaucoup. Là, en permanent, ne pas être touché par les ennemis, ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Mais bon, c'est gourmand. Mais c'est quand même, tu vois, suivant les cas, ça peut être quand même même pour quelqu'un qui fait comme moi plutôt une stratégie d'action rapide et tout ça. Le fait d'être immunisé à 3 coups de dégâts, ça te permet de passer au milieu de lignes d'ennemis. En sachant que tu vas pouvoir subir des attaques. Donc elle est quand même dans les 2 profils, je trouve qu'elle est intéressante celle-là. Bah écoute, oui. Non, mais c'est de bonnes cartes. Hein. C'est 2 bonnes. Ouais, là pour le coup, on a un choix difficile parce qu'on a 2 très bonnes cartes. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, c'est vrai que tuer un ennemi adjacent, c'est jouissif. Hein. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Mais j'ai un personnage où j'en ai 2 comme ça. Donc c'est quand même intéressant de se débarrasser de. Ok, c'est bon pour les cartes niveau 2 ? Ouais, c'est bon pour le niveau 2. On va passer au niveau 3. On commence à monter en niveau, à faire des choses de plus en plus costauds. Alors là, on va retrouver une carte, c'est Brute Force, qu'on connaît au niveau 1. C'est celle avec l'attaque à 3 zones. C'était Sweeping Blow, qu'on avait parlé. Qu'on ne trouvait pas trop intéressante, mais moyennement au niveau 1. Là pour le coup c'est la même carte, on a la même attaque on va dire, mais améliorée, puisqu'on retrouve nos 3 zones, on peut attaquer 3 adversaires en face de nous, sur les côtés autour de nous, et en faisant une attaque à 2, mais ce coup-ci qui muddle. Donc ça veut dire que nos adversaires après ils auront une difficulté pour nous attaquer, ce qui est quand même intéressant pour le coup pour la stratégie là du tank. Ça peut être intéressant. En plus, elle est améliorable. On peut la passer à 3 d'attaque et éventuellement. Alors, ce qui est marrant, là, je viens de regarder, c'est que tu peux aussi avoir 2 zones de plus. Ouais, tu peux agrandir l'arc. Presque tout t'entourer complètement, quoi. Alors là, pour celui qui tank, ça peut être vraiment être puissant, ça. Si tu l'améliores. Ouais. Bah ouais, une fois de plus, je pense que c'est Brute Force dans le choix. Là, c'est aussi plutôt une carte. C'est une carte de tank, parce que quand on regarde le bas, c'est clair. Le bas, oui, très clairement. Tu as un déplacement normal, mais surtout, c'est que tu vas avoir un bouclier. Un bouclier 1, et tu peux l'améliorer jusqu'à bouclier 2. Ce qui est fort quand même. J'imagine que tu le montes, bouclier 2. Ouais. Petit hic, c'est l'initiative. Ouais. Initiative 51, moyenne, mais bon, c'est pas rapide. Là, un peu, c'est l'inconvénient de l'avantage. C'est qu'on est un bon tank, mais lent, quoi. C'est ça le problème, c'est que généralement, si tu te mets shield, tu essaies plutôt de le faire avant que les autres viennent t'attaquer. Donc là, il faut sans doute que tu le combines avec une carte plus rapide pour avoir une initiative un peu meilleure et avoir des chances que la plupart, voire tous les monstres qui t'attaquent, passent une fois que tu as posé ton bouclier, quoi. Si c'est après, ça sert plus à rien. Alors il faut dire pour ceux qui débutent que l'initiative est quand même primordiale dans ce jeu, de pouvoir agir avant les adversaires, c'est souvent capital, parce qu'en fait si l'adversaire, les monstres jouent avant vous, parfois ils vont annihiler vos attaques en fonction de ce qu'ils vont faire. Ah oui, ils vont vous désarmer, vous immobiliser. Donc c'est quand même important d'être rapide. Bon, Brute Force, elle est pas mal quand même. Ouais, elle est pas mal, mais moi je l'utilisais pas. Je me dis, mais c'était pas ma façon de jouer, donc je l'utilisais pas. Je vais aller. J'avais toujours 95% des fois, j'avais Hawking Chain, c'était ma carte préférée. Celle-là, je l'adorais. Puisqu'elle a une attaque. Alors déjà, elle nous permet d'avoir une attaque à distance. On avait vu qu'on en avait qu'une. Déjà disponible. Là on en a une deuxième, et en plus à 3 d'attaque, à 3 de distance, et c'est tu as une chaîne, tu sais, un peu je sais
plus comment ça s'appelle, ces armes de ninja là. Tu grippes l'adversaire, tu le blesses et en plus tu peux l'attirer à toi de 2 cases. Alors tu me diras à quoi ça peut servir. Ben ça peut servir éventuellement à pousser un monstre, le tirer dans un piège. Par exemple. Ouais, moi c'est ce que j'aimais faire. L'utilisation la plus connue. Après, ça peut servir aussi à dégager une créature pour laisser le passage à d'autres. Ouais. Ça peut servir comme ça aussi. Ouais. Ou pareil, la ramener vers toi pour qu'après tu puisses tanker. Non, elle est très très bien. Ouais, c'est ma préférée, j'ai adoré ça. Et en plus, tu peux l'améliorer, je vois que tu peux l'améliorer 2 fois. C'est-à-dire, tu peux aller jusqu'à 5. C'est quand même puissant. À l'attaque, ouais. Pour 100 pièces d'or, enfin, non, c'est plus. Pour 50, tu passes à 4, et puis, je sais plus, 75, je crois, vers là. Tu peux passer à 5 d'attaque. Ouais, donc là, c'est quand même très intéressant. Et en plus, elle a une initiative, bon, moyenne, mais pas mal. 42, c'est quand même. C'est moyen plus, on va dire. Et surtout, le pompon, c'est quand même la capacité qu'elle a de déplacement, parce qu'on a un déplacement de 4, permanent, hein, de 4, mais avec en plus une option d'attaque. Pour le coup, là, tu vois, celle-là, elle aurait pu être perdue, hein, parce que c'est fort quand même. Et là, tu l'as en permanent. Et ce qui fait la puissance de cette carte, c'est que si tu fais un déplacement en ligne droite, tu génères en plus une attaque qui est égale au nombre de cases. C'est comme une charge en fait. Tu as une charge et tu fais une attaque supplémentaire. Donc tu imagines la puissance de cette carte si tu la joues bien. Elle est forte. Hein. Bah ouais. Tu fais 4 en ligne droite, tu fais une attaque à 4 quoi. En plus d'une deuxième attaque quoi. Donc c'est. Ouais, moi j'adore cette carte. Ouais, elle est bien. Ouais. Clairement. Elle est pas mal du tout. Elle est pas mal, et celle-là, moi je la recommande parce que je l'adorais. Alors, on va passer au niveau 4. Niveau 4, on a là aussi 2 bonnes cartes. Le choix est difficile, mais c'est vraiment là, peut-être c'est là qu'on les alternera en fonction des scénarios. Enfin, il y en a quand même une qui avait ma préférence, même si elle a un gros handicap. Même 2 on va dire, mais surtout 1, c'est qu'elle est vraiment très lente. Hein. C'est Unstoppable Charge. Tu te rappelles, je l'ai joué celle-là. C'est une de mes préférées. La charge qu'on peut pas arrêter. Son handicap, c'est l'initiative 86. Alors là, pour le coup, on est vraiment. Il faut la mettre avec une plus rapide, parce que là, on est vraiment trop lent, quoi. Ouais. Ou alors, on a envie de jouer. Après, ça arrive aussi d'avoir le besoin de jouer lentement, d'attendre que les monstres viennent, par exemple, ou d'attendre que ce soit placé pour après intervenir. De voir un peu ce qu'ils font, ça peut servir, on sait jamais. Mais bon, c'est vrai que si t'as envie de jouer vite, là, c'est un peu compliqué. Il y a quand même sa grosse. Moi, ce que j'adore sur cette carte, c'est son attaque. T'as une attaque à 5 avec un point d'expérience, et que tu peux monter, ce que j'avais fait, à plus 1, si tu as fait une attaque à 6 permanente. Ce qui est rare, parce que d'habitude, les cartes qui sont à ce niveau-là, c'est des cartes que tu perds après. Là, tu peux avoir une méga attaque que tu peux réutiliser plusieurs fois. C'est son gros avantage. Moi, c'est ce que j'aimais dans cette carte. Là, c'est vraiment une carte de baston. Alors par contre le bas il est moins intéressant, mais il est quand même peut faire une combo sympa. C'est que tu peux avoir un déplacement de 4, bon déplacement, mais et à l'arrivée tu vas stunner tous les adversaires adjacents. Alors là peut-être pour le tank c'est intéressant ça. Tu vois? Ouais. Parce que tu arrives, tu te mets au milieu d'adversaires et tu les stuns tous quoi. Ouais, voilà. Après, c'est pareil, faut voir si le jeu en vaut la chandelle, parce que c'est la carte est sacrifiée derrière, mais on sait, à un moment crucial du scénario, ça peut valoir le coup. En plus, il faut savoir que tu peux faire le combo avec d'autres personnages, parce que comme tu les as stunnés, je crois qu'il y a des personnages qui peuvent tuer direct ou avoir des actions sur des personnages qui sont stunnés. Donc, ça peut éventuellement faire une stratégie à 2 là. La brute, notamment, toi-même, on verra, mais il y a une carte niveau 6 qui permet de tuer directement des ennemis. Mais là, toi, tu peux pas le jouer avec toi parce que ça aurait été intéressant si tu pouvais le tour suivant, tu vois. Parce que... Ah oui, tu as raison. Oui, donc là, tu pourrais faire une combo avec celle-là, l'utiliser. Justement, si t'es lent
en fin de tour, les monstres ont déjà joué, paf, ils deviennent stun pour le tour suivant. Si toi après tu joues rapidement, tu peux en tuer un gratos, quoi. Ouais. Bon, par exemple. Ça peut faire une combo là intéressante. Par exemple. Je voulais juste rappeler un petit truc, on en a pas parlé, c'est sur l'expérience. Tu sais, il y a des cartes qui ramènent des points d'expérience. Il y a beaucoup de cartes, et ça va être une force ça, de l'inox. Beaucoup de cartes qui ramènent des points d'expérience et qui ne sont pas détruites. Et là, on en a une claire, Unstoppable Charge, quand il fait l'attaque, direct, il prend un point d'expérience, la carte n'est pas perdue. Alors que souvent, dans les premières cartes, tu les perds. On les perd, voilà. Et l'inox en a pas mal de mémoire qui permet de récupérer des points d'expérience et de les réutiliser. Ce qui fait que c'est un personnage qui va monter assez vite en niveau. Je sais pas si tu as remarqué ça. Il grimpe assez facilement en niveau. Moi, je me rappelle que je tournais en moyenne à plus de 20 d'expérience par partie. Donc, en effet, c'est un personnage qui monte très vite, ça. Donc, ce qui donne une force supplémentaire à la carte, c'est que voilà, vous allez gagner de l'expérience et vous allez pouvoir à nouveau l'utiliser, peut-être 2, 3, peut-être 4 fois dans la partie, cette carte-là. Et à chaque fois, vous allez scorer de l'expérience, quoi. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Et on rappelle que, attention, que l'expérience, on ne la gagne que si l'attaque réussit. Tu me confirmes, hein? Oui. Par contre, si vous ratez, vous avez un échec critique, vous ne gagnez pas le point d'expérience. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Mais bon, c'est rare quand même. Alors, voilà, seul handicap, c'est ça, c'est le fait de perdre le bas. Ce qui est vraiment moins intéressant parce que on peut faire une combo, ça peut être pas mal sur un coup, mais faut vraiment la bonne situation. Ça, c'est beaucoup moins intéressant. Bon, vraiment, cette carte-là, c'est clair, tu la prends pour son attaque, donc tu la combattes éventuellement avec une carte plus rapide pour vraiment placer ton attaque. Et puis la plupart du temps c'est ça, quoi. Voilà, et éventuellement situationnellement le coup du stun et du mouvement. Mais bon, voilà, tu la joues, et je pense que c'est ça que tu faisais aussi, tu la jouais vraiment pour le haut. Non, moi je l'ai joué, je me rappelle pas, peut-être une fois. Parce qu'une attaque à 5. J'avoue que le bas je l'ai très rarement utilisé, le coup de se déplacer, de stunner. Je sais pas, c'était pas trop dans ma façon de jouer. Alors par contre là t'as un dilemme parce que l'autre elle est bien aussi. Devastating Hack. Elle est bien parce qu'elle est rapide, déjà 27 d'initiative pour l'inox, il n'en a pas des masses qui descendent en dessous de 30. Donc c'est déjà une carte que si tu mets dans le deck, tu sais déjà que tu vas accélérer la vitesse de ton personnage. Donc déjà une bonne utilisation en dehors du reste. Le bas c'est un loot. Bon, loot on en a un au niveau 1. Maintenant, on n'en a pas plus des masses. Ça peut éventuellement être utile. Le fait de looter, si on veut gagner un peu plus d'or, ramasser des pièces ou des trésors, c'est intéressant. Et le haut, alors le haut, c'est une carte perdue, mais alors là, quand même, c'est la grosse attaque, quoi. Ça vaut le coup de la perdre, là, par exemple, sur un boss, quoi, ou un très gros monstre. Parce que tu vas générer une attaque à 8. À 8, donc imagine, tu fais 8 plus 2, tu fais 10 de dégâts, quoi. Tu peux tuer un monstre direct, ou alors un boss, tu peux bien l'entamer. En plus, tu gagnes 3 points d'expérience sur cette attaque. Bon, seul inconvénient, c'est que tu la perds. Mais c'est quand même la grosse attaque. Ça, en général, c'est une carte à prendre sur un combat contre un boss, quoi. Tu sais que tu as un scénario au final avec un boss, ça vaut le coup, là. De la perdre. En plus, tu peux l'améliorer et monter jusqu'à 10. Donc, mais bon, là, quand même, je trouve que ça va être dur d'investir de l'or dans une carte que tu vas utiliser quand même assez rarement. Je préfère, tu vois, augmenter Unstoppable Charge, la monter à 6, avoir un 6 que tu peux réutiliser, qu'avoir un 8 sur un coup, quoi. Ou un 10 sur un coup, quoi. Non, mais oui, pour l'attaque, elle est pas mal. Après, le loot 1 à la place d'un mouvement, pour lui, je sais pas si c'est génial, quoi. Non, mais en fait, pourquoi pas, hein, mais. Son gros avantage, c'est son initiative. Il y aurait pas 27, il y aurait 80, quoi. Je te dis, c'est une carte, c'est bon, on la prend jamais, quoi. Tu vas préférer l'autre même qu'à 5, mais que tu peux réutiliser,
Mais là, 27, c'est quand même... ça en fait une carte quand même intéressante dans le deck parce qu'elle est rapide. Maintenant, c'est à voir. Je dis, moi, je l'utilisais pas trop. Je crois pas l'avoir utilisé, même peut-être pas du tout. Mais je préférais l'autre. Mais sur un combat où tu sais que tu as un gros boss et que tu vas vouloir envoyer du lourd, quoi, ça peut peut-être on peut la prendre. Ouais. Elle a pas ma préférence a priori, mais bon. Non, moi non plus, mais je veux dire, occasionnellement, contre un boss, contre une. Ouais, voilà, vraiment c'est ça. Quand tu sais que tu vas avoir du point de vie à placer. Ou même un scénario, tu vois, où il faut démolir un objet ou quelque chose, tu vois. Oui. Voilà, tu peux le prendre. Ouais. Ok. Allez, niveau 5, mon ami. Ah, ça commence à monter là. Moi, je suis allé jusqu'au niveau 5 avec l'Inox. Après, c'est. Julien est allé jusqu'au niveau 9, mais moi, c'était le dernier niveau que j'ai atteint avec. Alors, niveau 5, on a Whirlwind ou Skier Machine Maneuver. Tu commences par laquelle? Je réfléchis, je crois que j'ai plus utilisé Skier Machine Maneuver, personnellement. Même si l'autre, je crois que je l'avais utilisé aussi, de temps en temps. Les deux se valent parce que déjà, on voit sur l'initiative, elles sont presque la même. C'est-à-dire initiative rapide, moins de 30 aussi, là, 29 pour Skier Machine Maneuver. Donc assez rapide, ça te donne de la vitesse de jeu. Alors je préfère celle-là, pourquoi? Parce que regarde, tu as quand même trois utilisations intéressantes. La première, c'est l'initiative. La deuxième, c'est l'attaque. Tu as 2 attaques plus un mouvement en haut. Et moi j'adore ça, le fait de pouvoir aussi, tu vois, d'avoir un déplacement dans le bas et un déplacement dans le haut. Ça te permet une mobilité quand même sur le plateau assez importante. Donc là tu fais une attaque, 2 de déplacement, une attaque. Ça veut dire que tu es au contact d'un adversaire, tu le tapes, paf, tu te déplaces, tu vas en taper un autre ou tu retapes le même, mais ça te permet de te déplacer en même temps. En plus, c'est super. Et en plus, tu peux améliorer le déplacement, tu peux aller jusqu'à 3 éventuellement si tu veux sur cette carte. Pas mal ça, non? Non, elle est bien. Ouais, je l'adore celle-là. Et le bas, il est bon aussi, quoi. Alors là, tu as une carte qui a 3 super utilisations. C'est que alors là, tu as une attaque à 3 dans le déplacement. Et ça, c'est quand même assez rare. Hein. C'est-à-dire que là, tu peux cumuler avec une attaque, tu vois, celle d'avant, là, par exemple, à 5, plus une attaque à 3 que tu mets derrière. Soit tu achèves carrément le monstre que tu as en face de toi, tu es sûr de l'achever, soit tu en tapes un autre. En plus, c'est une attaque à distance. On a vu qu'on en avait déjà éventuellement 2. Une au niveau 1, tu peux en prendre une après une deuxième. Mais on n'en a pas des masses. Et là, on peut en avoir une supplémentaire, mais qui est forte en plus, à 3, qu'on peut monter à 4. Là aussi, c'est pas mal. Donc imagine, tu l'accumules avec l'autre, celle qu'on a vue avant, la Hawking Chain. Ça te fait 2 attaques à distance, assez fortes quand même. Oui. Et tu gagnes un point d'expérience là aussi, permanent à chaque fois. Oui, sans perdre la carte. Sans perdre la carte. Non, cette carte-là, elle est très bonne. Ouais. Très très bonne. Très bonne parce qu'elle donne vraiment de l'option. Tu vois, quand t'as cette carte-là, t'as choisi cette carte-là dans les deux. C'est quoi qu'il arrive. Ah oui, tu vas la jouer. Quoi qu'il t'arrive, que tu sois immobilisé, machin, bidule, tu vas pouvoir faire des choses. Ouais. Ça, c'est génial. Tu vois, tu peux bouger avec le bas de la carte, tu peux faire ton mouvement de base de 2 ou faire une attaque, quoi. Oui. Ça, c'est déjà rien que ça. Et le haut, en effet, avec l'attaque, le mouvement à l'attaque, ça donne beaucoup d'options. Et l'initiative de 29, non, ça en fait vraiment une carte incontournable quand tu veux jouer, plutôt façon comme toi, plutôt ton style, mouvement attaque, placement. Et là, pour le coup, c'est une carte qui vaut le coup d'être améliorée, celle-là. Ouais. Je pense que... Après, niveau 5, ça commence à coûter cher, hein, donc il va falloir aller chercher de l'or, les gars. Si vous voulez augmenter ces cartes-là... voilà, si t'as de l'or, ça vaut le coup, je pense, de l'améliorer, celle-là. C'est pas mal. Alors, la deuxième, elle est, moi, à mon avis, moins intéressante, mais elle est quand même pas mal. Si on regarde, elle est moins utilisable, moins facilement utilisable.
parce que déjà on a l'attaque qui va se perdre. C'est une carte perdue sur l'attaque. On fait une grosse attaque. Alors, l'avantage c'est une attaque à 4 qu'on peut améliorer à 5 et qui va toucher tous les adversaires adjacents. Alors là c'est pas mal. Par exemple, tu es au milieu, tu fonces au milieu d'adversaires, tu en as 3 ou 4, tu les tapes tous quoi. Et tu gagnes 1 point par cible que tu vas taper. Voilà. Plus pour le tank, ça, en fait. Plus, une fois de plus, ouais, on a plus. À chaque fois, c'est assez clair. Il y a une carte plutôt tank et une carte plutôt offensive. Celle-là, bien qu'elle soit offensive, on voit bien que c'est intéressant à partir du moment où tu as tanké déjà, tu as déjà les monstres autour de toi et que tu vas essayer de les finir ou de t'en débarrasser. Ouais, c'est comme une attaque de zone, en fait. Tu vas te... c'est ça, une attaque. Alors, t'imagines bien l'inox faire comme ça. Il saute au milieu, là, il me tape tout le monde. En fait, c'est très épique comme carte de combat. Mais bon, l'avantage, l'inconvénient, c'est que tu la perds. Donc là, attention aussi, parce que si tu cumules trop de cartes que tu perds, tu risques de pas finir le scénario, quoi. Ah bah tu vas t'épuiser. La rapidité, le bas, elle est bonne, on l'a dit. 28, un peu bonne, un de moins que l'autre, mais c'est dans le même zoo. Et le bas, lui, c'est un bon déplacement. 4, qu'on peut améliorer à 5. Permanent, oui, ça veut dire on perd pas la carte. Alors, là aussi, intéressant, pas forcément, parce qu'on a déjà plusieurs qui le font. C'est qu'on peut pousser l'adversaire de 3 cases. Là, c'est utilisable dans les stratégies où tu veux jeter les monstres dans les pièges ou dégager une route. Ouais. Non, mais le mouvement 4, c'est bien quand même. Ouais. Ben, disons que pour le déplacement, elle sera toujours utile. Ça, c'est sûr. Après, tu as l'option de pousser éventuellement les adversaires dans des pièges. Bon, elle est quand même pas inutile. Elle est plus difficile à jouer, mais elle est quand même pas mal. Ouais, une fois de plus, si tu as un scénario où tu sais que tu vas devoir courir un peu, aller chercher des objectifs, ça là est bien, ça te donne un mouvement supplémentaire assez costaud, quoi. Voilà, c'est dans le cas où on va être très mobile, ça doit être une bonne carte. Voilà, c'est bon je pense qu'on a fait le tour. Ouais, allez, on va passer au niveau 6. Alors, moi je les ai pas joués, mais j'ai vu jouer. Ouais, moi je les ai vus jouer aussi. Très souvent, Julia, puisqu'on joue encore avec. Elle joue toujours l'inox au niveau 9. Donc, moi c'est mon pote David là, qui l'a monté jusqu'au niveau 9 et qui a repris sa retraite vendredi ou samedi, je sais plus quand est-ce qu'on a joué. Il vient juste de terminer là. Donc, ça y est. Ouais. Il n'a pas eu un pincement au cœur. Ça va, mais il était content de découvrir un autre personnage et il a le même que celui que tu joues maintenant. Ah bah super, il s'amusait alors. Il va s'amuser. Ça va changer de style aussi. Alors les cartes niveau 6. Niveau 6, on a Immovable Phalanx. Alors c'est celle du tank. Rien que le titre déjà on a compris. Ou très Quietus. Quietus. Alors moi, je sais que Julia le jouait plutôt Quietus, puisqu'elle joue un peu comme moi, la façon de jouer l'inox. Alors on va voir les deux. On va commencer par Quietus. Tiens. Alors, une carte intéressante là aussi, c'est pas une carte inutile, une bonne carte. D'ailleurs les deux sont bien. Quietus, avec le haut, tu peux tuer un adversaire normal qui est stun. Donc soit on peut faire un combo avec celle qu'on a vue avant. Donc pour le coup on a stunné un adversaire et on le tue par derrière. Mais il y a d'autres personnages qui ont des options qui stun aussi. Donc ça peut, avec un personnage qui a des attaques qui stun, ça peut faire une bonne combo. Parce que là pour le coup tu perds pas la carte. Donc tu peux la réutiliser à nouveau. Et tu gagnes un point d'expérience aussi à tous les coups. Excellent. Donc, c'est excellent. En effet, à choisir si soit tu as de l'équipement, parce que tu as aussi ça, tu as de l'équipement qui permet de faire du stun, soit mieux encore... tu as des armes, tu as raison, qui stun. Ou mieux encore, si tu as avec toi quelqu'un qui fait du stun, par exemple, on reviendra sans doute sur ce personnage-là, le Mind Thief, le Vermling, là,
Lui, il a des cartes qui fait du stun et qui se perdent pas. Donc, il va pouvoir le refaire. Et là, je pense qu'il y a une vraie combo. Possible. Ça peut être, ça peut être fort. Hein. Parce que là, pour le coup, chaque fois, tu peux tuer un adversaire. Au moins 4, 3 ou 4, ou enfin, entre 4 et autour de 4 en moyenne. 4 fois, tu peux tuer 4 adversaires. C'est quand même pas mal. Mais je la prendrai pas si mes copains ne stunnent pas. S'il y a personne qui stun, t'as pas prévu, c'est pas trop utile. Parce que du coup, pour le coup, le haut, il ne sert à rien. L'initiative, elle est moyenne, 57. Ça va pas être un point fort de la carte. Le bas, c'est un mouvement à 3, améliorable à 4. Alors, il est quand même pas mal ce bas, hein, quand on regarde. C'est que c'est sa particularité, c'est qu'il te donne +1 à l'attaque à toutes tes attaques dans le tour. Alors là, si tu la combo avec un haut, par exemple, imagine, je sais pas, on en avait parlé, n'importe lesquels. Alors, tu vas augmenter de 1 et si t'en as une où tu fais, tu te rappelles celle où on fait 2 attaques, on se déplace, tu la mets avec, finalement tu fais 3 à chaque fois, 3 de déplacement, 3 quoi. Ça peut être quand même, ça peut être pas mal. Ouais. Bah ouais. Ou sur Unstoppable Charge, surtout en fait, hein, ou sur le Whirlwind, là on a vu l'attaque où on attaque, on perd toute la carte, mais on fait une attaque sur tous les adversaires adjacents. Tu le fais à 5 quoi, surtout. Tu l'as fait à 5 quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa. Ça c'est carrément une carte de combo quoi. Il faut la penser, il faut la réfléchir avant de la prendre quoi. Ouais. Bien voir ce que tes adversaires ou comment tu améliores ton deck de bataille, parce que l'Inox doit avoir une ou deux cartes de stun ici, il me semble. On verra ça après, mais si tu choisis ça, là ça peut valoir le coup. Ouais, mais en effet, il faut vraiment la réfléchir, voir si elle va être plaçable quoi. Alors l'autre carte c'est Immovable Phalanx, qui est bonne aussi, on va voir, hein. Elle a quand même des avantages pas négligeables. Alors, déjà, elle est très rapide, 17. C'est exceptionnel pour l'Inox, quoi. Moins de 20 pour le coup en initiative, très rapide. Rien que ça, c'est déjà une bonne utilisation. Ensuite, elle a une grosse attaque, 4, qu'on peut monter à 5 permanente, qu'on ne perd pas. Mais en plus, qui donne 1 de bouclier. Donc, on attaque et on se renforce en plus la défense. C'est pas mal ça. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Le shield qu'on peut augmenter aussi. Oui, on peut augmenter aussi, on pourrait monter à 2. Là. C'est vrai que là, ça ferait une super carte. Alors, le bas, il se perd. C'est le seul inconvénient. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, par contre, là, moi, j'ai jamais utilisé. C'est plus difficile à utiliser. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous pouvez... Alors, tu peux considérer les mouvements comme une attaque, c'est ça? Ouais, les valeurs en fait. Les valeurs. Et ça c'est permanent, c'est-à-dire que tu la poses devant toi et tout le reste du scénario, donc elle est perdue, mais tout le reste du scénario, tu peux attaquer avec ton mouvement. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Ça, faut voir, hein, mais ça peut être bien, mais ça c'est un truc à penser aussi parce que ça va être. C'est super carte de tank quoi. Parce que en fait, c'est-à-dire que si tu te places à un endroit et tu sais que tu vas plus trop bouger, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas jouer une carte de mouvement, par exemple la Whirlwind là qui fait move 4, à la place de bouger parce que t'as pas besoin de bouger, tu la passes en attaque. Ouais, ça si t'es bloqué, ça peut être pas mal, C'est sympa hein. Mais bon, c'est-à-dire que tu la sacrifies. Hein. Et notamment, tu sacrifies le haut qui est quand même vachement bien. L'attaque 4, le shield 1 et la vitesse. Bon, c'est quand même dur, mais bon. C'est vrai que. Une fois de plus, clairement une carte de tank. Pour le tank, ça lui laisse une possibilité que s'il est bloqué au milieu d'adversaires, tout ça, il se met ça et il tape tout le monde, quoi. Il va. Et puis c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Il s'est écrit You may treat. C'est-à-dire que vous pouvez considérer vos mouvements comme des attaques, mais si tu veux continuer à bouger, tu peux. Voilà, donc jusqu'à la fin de la partie, ça donne une option pour le personnage. Une fois de plus, beaucoup plus d'options. C'est-à-dire que même si tu bouges pas, si t'as pas besoin de bouger, tu peux attaquer avec tes mouvements. Ouais, ça te permet de faire deux attaques. C'est quand même balèze, mais c'est plus pour une option de jeu tank, quoi. Donc là. Allez, on va passer au niveau 7. Ça monte.
On ne s'arrête plus. Ça Allez. plus... Alors là, on va avoir des choix plus... on va dire plus stratégiques, plus tactiques, puisqu'on va avoir pas mal de conditions sur ces cartes. On n'en a pas trop, mais là, on commence. Alors on a Defensive Tactique ou Creeping Offensive. On va regarder Creeping Offensive. Les deux sont intéressantes à mon avis. Mais c'est deux où on va perdre. On risque de perdre la carte. Alors, Crippling Offensive, on a une attaque à 6 dans le haut qui est améliorable jusqu'à 8 si on a de l'argent. Ce qui est quand même dur. Hein. Ah bah ouais, carte de niveau 7. Ouais. Faut être motivé. Hein. Ouais, je sais pas comment. Ouais. Sachant que c'est pas l'Inox qui est le spécialiste pour récupérer des sous. Donc là, il faut faire un paquet de parties pour pouvoir améliorer ces cartes-là. Ouais, à mon avis, il faut rester. Faut garder le personnage très très longtemps, à mon avis, pour que ça soit faisable. Alors, elle a une attaque à 6, mais qui blesse et qui stun. Donc, on la perd, mais on rapporte 3 points d'expérience. Mais alors là, pour le coup, sur l'adversaire qui prend ça, tu es sûr au moins de le blesser et de le stunner. Ouais. Ça peut, sur une grosse créature ou un boss, ça peut être pas mal. Lui, tu la perds par contre. Quoi. Ça c'est l'inconvénient. Ça c'est un peu raide. On pourrait dire que la carte est parfaite si tu la perds pas. Quoi. Bah ouais. Parce que là, pour le coup. À la limite, pas la perdre et gagner que 1 point d'expérience ou pas d'expérience du tout. Ouais. Là, la perdre, alors c'est vrai que 3 points d'expérience c'est bien, hein, mais bon, non, faut voir. Ouais. Après, on verra avec l'autre, c'est que l'inconvénient, c'est que les deux, l'autre c'est le bas que tu perds. 33 d'initiative, ça va, c'est quand même pas mal. Pas mal, ouais. C'est assez rapide. Mouvement de 3 améliorable à 4. Alors, mais par contre, qui peut immobiliser et pousser un adversaire adjacent. Ça peut être intéressant. Mais tu l'immobilises et tu le pousses, c'est-à-dire que tu vas le bloquer et tu l'éloignes de toi. C'est quand même pas mal. Mais tu vas l'empêcher de t'attaquer. S'il n'a pas d'attaque à distance, il va pas t'attaquer. Celle-là, par contre, on peut la réutiliser à volonté. C'est quand même pas mal. Ouais. Donc on a l'initiative si on reprend et le déplacement intéressant sur cette carte. Par contre l'attaque, plus relatif, hein, parce que c'est une grosse attaque mais qui se perd. Donc on ne jouera pas forcément tout de suite. On gardera vraiment pour la fin ou pour un gros boss ou une grosse créature. Alors avec l'autre, c'est Defensive Tactique, c'est l'inverse. Là pour le coup on a une attaque qu'on peut réutiliser. C'est une attaque à distance, à nouveau. Une attaque, mais alors à 2. Bon, quand on est arrivé au niveau secte, repasser une attaque à 2, c'est pas forcément intéressant. Par contre, c'est sur 2 cibles. Mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire au niveau 7 une attaque à 2 sur 2 cibles? Je me pose la question. Le seul avantage, c'est que tu les immobilises. Bah ouais, ça c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais voilà, une fois de plus, c'est vraiment, comme ils disent, hein, c'est la tactique de défense. C'est-à-dire que tu joues, tu vas pas la blesser, tu vas pas leur faire gros dégâts, mais par contre, tu vas les contrôler un peu. Tu vas contrôler. En plus, tu pourrais passer à 3 cibles si tu l'améliores, à 3 d'attaque et à 3 cibles. Voilà, là, tu vois, pour le coup, je te dirais, elle soit attaque 3 et 3 cibles, ça vaudrait le coup, quoi. Ce serait une méga carte. Je te rappelle que quand tu arrives au niveau 7, a priori, tu as bien augmenté ton deck de bataille aussi. Et tu vas avoir pas mal de chances de faire des +1 ou des +3 ou ou rajouter des pierces ou rajouter des cibles. Enfin, voilà. C'est pas comme si tu étais niveau 1. Hein. Tu vas faire une attaque de 2 peut-être, mais il y a de grandes chances qu'au final, ça fasse 2, 3, 4 peut-être de dégâts. Mais oui, mais par rapport aux autres cartes, tu as d'autres cartes quand même beaucoup plus fortes. C'est plutôt une option défensive. Ouais. C'est pas trop ma façon de jouer, moi. Mais bon, c'est vrai que ça peut. Oui, une fois de plus. Ça peut éventuellement être intéressant. C'est une carte de. Oui, c'est. Plus de défense. T'as un point quand même, tu gagnes chaque coup un point d'expérience. Oui. Voilà. Ouais, à chaque fois. Ouais. Après, une attaque à distance, il n'en a pas des masses. Hein, donc,
Mais bon, Ouais, ça pourquoi peut, pas, je sais pas. Envisager un choix où tu vas prendre pas mal de cartes où tu peux attaquer quand même à distance malgré tout, en disant ça peut je vais être me une faire encore tactique. immobiliser. Ouais, tu te spécialises dans l'attaque à distance. Ça peut. Ça dépend avec qui tu es en À fait. voir. Parce que si tu es avec Ouais. un autre personnage, un tank, un deuxième par exemple, en effet tu pourrais jouer l'inox plus comme un archer quoi. Ou plus quelqu'un qui joue à distance. Là, imagine que tu es avec la grosse brute, là. Comment il s'appelle C'est vrai qu'on n'imagine pas trop les combos de personnages, mais tu pourrais te retrouver à un moment donné avec tu vois celui-là, le gros là, de départ là. Ouais, le Craig Hart. Le Kregart par exemple. Ouais, mais Donc, alors lui, on le verra, il est quand même beaucoup plus attaque à distance. ouais. Lui, c'est plus c'est plus une tour. Il est pas mal, il peut tanker un peu, hein, mais il est un petit peu plus à distance, même beaucoup plus à distance que notre Inox. Hein. Notre Inox, ça va être compliqué quand même de lui faire que de l'attaque à distance, qu'au final, il en a 3 à Ouais. 4 cartes. Mais Quoi. avec, Mais si bon, ça dépend s'il se pourquoi retrouve avec pas. un personnage qui est plutôt fort au corps à corps, ça peut. Ouais. Par exemple, tu pourrais y avoir une option comme ça. Bon. Mm. Ouais, Ouais. ou alors si tu tankes une fois de plus, c'est que bon, t'as besoin de faire une pause, quoi, parce que mine de rien, les points de vie, ça descend, hop, t'en maintiens certains à distance. Ouais. Et puis le bas de la carte, clairement, c'est Ouais, le bas, c'est de la voilà. défense. Ouais. C'est du Roteliest, mais bon. Plus 1 de bouclier. Ouais. Ouais. Mais je te rappelle, si tu connais le sigle, c'est tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que là, c'est pas Ah oui, oui, là, là, ça veut dire permanent, ouais. C'est en permanence. Ouais, Quoi. donc peux le cumuler avec Eh d'autres. oui. Ouais. Ça, voilà, mon pote là, il la jouait celle-là, il la posait. Ouais. Et toute la partie, dès qu'un mec lui tape dessus, paf, il se prend un point de dégâts. Ouais. Et il a shield 1 en permanence, quoi. Ouais. Donc, mais celle-là a joué très vite, alors dès le début, quoi. Ah bah oui, par exemple, jouer très vite dès le début. Mais alors là, tu perds le haut de l'attaque à distance. Ouais, mais à la limite, tu la joues vraiment plus. C'était vraiment tant que tu vas vraiment la jouer pour le bas. Ouais, mais c'est une carte de tank, c'est encore. Ouais. Tu vas la placer très vite. Et là, tu sais que quoi qu'il arrive, tu en as au moins shield 1, plus combiné avec les autres cartes qu'on a vues, éventuellement, et même sûrement ton armure, ton bouclier, ton casque, enfin tout l'équipement que tu vas prendre pour continuer à tanker, elle est très très bien pour du tank. Ouais. Pour cette option de jeu, c'est pas mal. Enfin, niveau 7, bon, quand même les deux. Ouais. Deux assez rapides, je pense. Je sais pas. Moi, bon, je suis pas allé jusque là, mais c'est pas deux cartes qui m'enflamment, moi, par contre, tu vois, c'est celle du niveau 7. C'est pas. Je sais pas si. Moi, personnellement, je sais pas si je n'aurais pas gardé de niveau d'avant plutôt que celle-là, mais bon. C'est la façon de jouer, comme tu dis. À voir. Ouais, à voir. Niveau 8. Alors là, on commence à. On a deux cartes. On va regarder Frenzied Onslaught. Alors, le haut et les. Alors, moi j'adore celle-là. Hein. Le haut, c'est les cartes que j'aime. En plus, ça se perd pas. Ni le haut, ni le bas. On a 2 de mouvement, 2 d'attaque, 2 de mouvement, 2 d'attaque. Alors pour le coup, on fait 2 déplacements et 2 attaques dans la partie, en plus attaque. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cumuler le bas d'un déplacement éventuellement d'une autre carte. Alors celle-là, moi, c'est clair que d'office, je prends celle-là. Quoi. Pour moi, dans ma façon de jouer, elle me paraît indispensable. Une mobilité, tu tournes comme ça, tu te déplaces, tu tournes autour de plusieurs adversaires, tu les frappes. Ou le même, quoi, je veux dire, où tu circules au milieu des adversaires et tu les tapes en même temps, c'est pas mal, non, quand même, celle-là. Ouais, bah oui, pour la mobilité, tu peux vraiment en faire un Linux, en effet, tu peux en faire un personnage qui va un peu virevolter à droite, à gauche, faire des attaques, tu peux le jouer comme ça. Plus une initiative, bon, qui est pas trop mauvaise, 41, moyen plus, on va dire. Après, le bas. Alors, le bas, c'est qu'on rajoute plus 3 à toutes les attaques sur des adversaires désarmés, immobilisés ou stun. Alors là, tu vois, c'est une carte qu'on peut comboter avec les autres, ça. Ah oui, et plus 3.
Plus 3, ça commence à être pas mal. Hein. Plus 3, c'est fort ça. Ouais. C'est fort, ouais. Donc, s'il y en a plusieurs, ouais, t'imagines, ouais, c'est pas mal ça. S'il y en a plusieurs qui ont cet état, tu cumules avec l'autre carte là qui te permet de faire plusieurs attaques aussi, ça peut être bien ça. Tu gagnes un point d'expérience aussi chaque fois. Eh oui. Ouais, donc c'est bien. Non, moi une très bonne carte, celle-là j'adore. Oui, et là du coup elle est un peu pour les deux. Elle peut être le bas, on va dire, ça peut être pas mal aussi en tank, puisque du coup tu te déplaces pas, tu es en position d'attente quoi. Et puis tu es là, et puis les ennemis autour de toi, que autour d'avant, ou tes potes ont des armées immobilisées, bam bam, tu vas leur faire. Tu vas leur mettre leur race quoi. Alors la deuxième, elle est. Moi j'aime moins, mais elle est quand même. Elle a ses atouts. On ne peut pas l'écarter d'emblée. C'est Selfish Rétribution. Donc on a. Alors là pour le coup, ouais, c'est vrai que le haut tu le perds. Pour en plus, bon, il faut l'utiliser. Hein. Ça peut valoir le coup dans certains scénarios. Mais là, on va pas la jouer tout le temps. C'est que tu as un mouvement de 1 dans l'attaque. Que tu peux améliorer à 2. Bon, tu me diras, c'est quand même pas super puissant. Mais c'est surtout que tu as un loot de 2 cases. Alors là, si tu veux te faire de l'or un peu, peut-être ça peut être intéressant. Éventuellement. Bah oui, il a pas beaucoup l'occasion de le faire, donc si justement il a besoin. Tu peux ratisser quand même une méga zone, quoi. Tu peux ratisser une grosse zone, ouais. Donc ici, au bout d'un moment, il en a marre de se faire toujours piquer l'argent par le Scoundrel ou par le Mindsief. Il va faire bon, non, c'est à moi ça, chaud. Voilà, c'est bon. Après, c'est vraiment. En fait, c'est un peu dans le mode de jeu classique, c'est-à-dire où tu dois faire un choix. Sur les cartes que tu vas prendre quand tu augmentes ton personnage, prendre celle-là, tu dis bon d'accord, ouais, c'est pas. Bon, ou alors tu dis ok, je fais un jeu où je vais looter quoi, je vais choper de l'or à la place des autres parce que à côté je vais peut-être essayer d'améliorer mes cartes en payant dès que je peux, améliorant mes premières cartes. Je sais pas si ça fonctionne comme stratégie, pourquoi pas, mais c'est. Ouais. Bon, par contre, la manière dont on a nous de jouer en se disant bon voilà, on va choisir telle ou telle carte selon les situations, là ça devient un peu plus intéressant parce que peut-être à un moment où tu dis ah là j'ai besoin d'or maintenant quoi, là allez je prends celle-là et puis tu sais que la fois d'après tu pourras reprendre Frenzied Onslaught là. Oui, c'est une carte qu'on va utiliser vraiment sur un scénario en particulier quoi. Bah, tu as raison. Ouais, ou alors une fois de plus si t'as vraiment un style beaucoup plus tank parce que le bas pour le coup là. Ouais, c'est le bas du tank. Alors ça peut être intéressant doublement pour le tank parce que tu as 12 initiatives, ce qui est super rapide. Et lui, il en a pas beaucoup le tank, des très rapides. Et en plus, ça lui permet de faire un mouvement de 3 améliorable à 4, mais surtout un retaliate 2 améliorable à 3. Donc, ça c'est quand même pas mal ça. Mais bon, comme tu dis, est-ce que par rapport aux autres cartes, celle-là, elle va rarement être prioritaire par rapport à d'autres, à mon avis, quand même. Donc, moins intéressante. Et oui, parce que il a que 10 cartes au final. Hein, donc il faut faire des choix, c'est ça la difficulté, les amis. C'est pour ces personnages. Voilà, quelque chose à dire encore sur celle-là, non, c'est bon. Non, ça me semble pas mal. Reteliette, c'est pas mal, hein, ça fait ça passe les boucliers. Donc oui, surtout quand t'as des créatures avec des boucliers, quoi. Ah bah ouais, tu te fais attaquer par des spectres là, blam, là t'as des chances de te les faire. Parce qu'ils ont généralement pas beaucoup de points de vie. Allez, niveau 9, là c'est beau quand on y arrive. Il y a une carte d'Otaman qui est quand même très utile pour l'Inox. C'est King of the Hill. King of the Hill, moi c'est celle qui aurait. Mais l'autre est pas mal aussi, mais bon. Celle-là quand même, elle a un atout rare pour ce personnage. Hein. C'est tout de suite, on va le signaler. C'est son bas de carte qui permet un soin de 5 améliorable à 6. Bon, on a vu qu'on a qu'une carte de niveau 1 qui permet 2 seulement de soins, et on n'en a plus d'autres. C'est-à-dire qu'à part des potions, le personnage, il va falloir qu'il attende le niveau 9 pour avoir à nouveau une carte de soin. Alors si tu es avec un personnage qui soigne, c'est pas trop grave. On va avoir un compagnon qui va nous remonter les points de vie. Mais si c'est pas le cas, ça me paraît une carte indispensable, ça.
Ouais. pouvoir se soigner. Ou alors, même un compagnon qui, à un moment donné, lui aussi doit faire des choix et peut-être parfois va pas prendre toujours les soins. Ça peut quand même être une bonne carte. Ça. Ou une fois de plus, pour toi, c'est vrai, dans ton style de jeu, si tu vas moins tanker, donc c'est-à-dire moins encaisser les dégâts avec des shields, des trucs comme ça, celle-là va être importante, quoi. Parce que le personnage compense un petit peu son manque de soins par des shields, en fait. Où il va prévenir des dégâts au lieu de les prendre et les soigner, il va les prévenir, quoi. Mais celle-là, oui, évidemment, c'est un jeu plus offensif. Parce qu'en plus, tu la perds pas, hein. Tu la perds pas, donc tu vas pouvoir l'utiliser plusieurs fois au cours du jeu. C'est quand même bien, ça. Après, elle est moyennement rapide, moyen plus, 39. Bon, c'est pas ça qui est... Mais enfin, c'est pas non plus très lent. Le haut est une bonne attaque, mais qu'on perd. Une attaque à 6 qu'on peut monter jusqu'à 8. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle va pousser d'une case tous les ennemis adjacents. Et on gagne un point pour chaque ennemi ciblé. C'est-à-dire que... Attends, même l'attaque... Non, c'est l'attaque qui... Non, l'attaque tape tous les ennemis adjacents, c'est ça, hein, je me trompe pas? Ouais. Et tu pousses de 1 aussi. Ça veut dire que tu fais une grosse attaque sur tous les adjacents et tu les pousses, tu les éloignes d'une case. Ça peut être pas mal, ça. Quand tu as beaucoup d'adversaires... Faire un bon coup de ménage, hein. Tu peux quand même générer un paquet de dégâts. Il suffit que tu as 3-4 adversaires. Ça fait déjà 24 dégâts distribués de base, sans parler des bonus, des cartes, etc. C'est intéressant. Ouais, ça c'est pas mal. Ça. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais bon, tu la perds, c'est l'inconvénient. Tu perds la carte, donc c'est plus délicat. C'est un choix. C'est un choix. À faire ou pas. Alors la deuxième, je crois que Julia, c'est celle qu'elle prend. Celle-là, on va voir pourquoi, parce que alors elle a une caractéristique assez unique et je crois que c'est pour ça qu'elle la prend. Même l'attaque elle est pas mal. Bon, en haut c'est face your end, c'est quoi? Tu effaces à ta fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu as une attaque de 2 en haut, à 4 de portée, à distance, hein, mais à 4 de portée sur 3 cibles. Alors là, pour le coup, c'est quand même fort. Parce que là, tu tires très loin et sur 3 cibles. Alors, tu peux monter à 3 l'attaque, l'améliorer et mettre jusqu'à 4 cibles. Et là aussi, tu peux tirer tes adversaires, les amener vers toi. Sur 3 cases. Donc, c'est quand même pas mal. Et tu gagnes 1 point d'expérience à tous les coups. On la perd pas, cette attaque. Donc, on peut la faire plusieurs fois. Donc c'est quand même pas mal ça, hein, c'est quand même une bonne attaque. Ouais. Ah bah ouais. L'initiative, bon elle est pas très bonne, elle est moyenne, c'est 67. Donc ça va pas être pour ça qu'on va prendre la carte. Par contre le bas, alors on le perd, mais on peut tuer un adversaire normal ou élite. Et là c'est quand même unique, parce que d'habitude les élites, il n'y a rien qui nous permet de les tuer. Hein. Donc une élite c'est souvent un adversaire difficile, embêtant, long à tuer, et donc là c'est quand même se débarrasser d'une élite, c'est fort et ça génère 2 points d'expérience. Et il y a même dans certains scénarios des mini boss, c'est pas vraiment des boss, c'est souvent des monstres élites qui vont être un petit peu boostés, mais ils sont considérés comme des élites, hein. Donc ceux-là, les mini-boss, un mini-boss stock, pof. Non, ça te fait gagner du temps, hein, sur le scénario, quoi. Ah bah ça te fait gagner des scénarios, clairement. Donc là, une carte, là, entre les deux, c'est vrai que le cœur balance, hein, parce que c'est vrai que là, ça va être un choix difficile. Une fois de plus, je pense que ça va dépendre de ton groupe. Si t'as un, comme tu disais tout à l'heure, si t'as un soigneur, bon, peut-être que l'huile 5 est moins nécessaire. On va choisir la face your hand. Si on a un soigneur qui peut soigner. Ça me fait, quand on joue avec Julia, c'est ça. C'est qu'elle me demande si je prends les cartes de soins. Donc elle prend celle-là si elle sait que je vais lui remonter les points de vie.
Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un scénario où j'avais besoin, moi, d'autres cartes. Et je lui ai dit, parce que j'ai une carte, mon personnage a une carte qui lui permet de restaurer tous ses points de vie, tu vois. Donc quand je prends celle-là, elle est tranquille, elle sait qu'elle peut y aller, elle se prend plein de dégâts, tout ça. Elle sait que derrière, je lui remonte de tout, donc c'est bon. Par contre, il y a eu un scénar, je l'ai pas pris, je lui ai dit, donc elle a pris l'autre pour se soigner, quoi. C'est clair que là, le choix, ça dépend du compagnon. Ok. Voilà, ben on a vu toutes les cartes du deck de l'inox, de notre brut. Si tu veux bien, Karil, on va regarder un peu du côté des perks. Alors pour ceux qui connaissent pas les perks, comment on traduirait ça? C'est les avantages de combat, je sais pas. Ouais, je suis incapable de dire des avantages, des améliorations de combat, je sais pas. Oui, alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est vrai que bon là on a les cartes pour les actions du personnage, mais pour les résultats du combat, on a un deck de mini-cartes de ce qu'on appelle le deck de combat. Avec des plus 1, moins 1, moins 2, échec critique, réussite critique, des plus 0. Voilà, et puis parfois, on va améliorer ce deck. On va pouvoir, avec l'expérience, justement grâce au perk, rajouter des cartes ou en enlever qui vont rendre nos résultats plus favorables. Parfois avec des conditions aussi qui vont modifier les actions. Alors, qu'est-ce que tu vois toi? Qu'est-ce que tu choisirais toi au départ? Alors je vais incruster la petite feuille, comme ça vous voyez en même temps. Ouais. Le choix quand même est pas mal pour ce personnage. Ouais. Moi je sais déjà d'office celle que je prends. C'est la première. Oui. C'est ignore negative item effect alors ignore les effets négatifs du scénario. Non, pas du scénario. Non, pardon, du scénario, des objets, ouais. Non, parce qu'il y a d'autres personnages où c'est du scénario. Mais en fait, moi, c'est quand même celle-là que je prends. Et rajoute une garde plus 1. Alors, c'est quoi ignore les effets des équipements? Par exemple, ça lui permet de porter des grosses armures sans avoir des cartes moins 1 à rajouter dans le deck de combat. Donc, c'est pour ça qu'on le prend en premier, celui-là. Ouais. Généralement, ouais. C'est vrai que c'est sympa. C'est c'est pour augmenter un petit peu pour le coup l'aspect défensif du personnage, mais défensif et offensif puisque du coup t'as une plus 1 quand même, un plus 1. Et t'as un plus 1 en plus gratuit. Je pense qu'en général, allez, la plupart des joueurs vont prendre celui-là en premier. Sauf si tu t'en fous d'avoir des moins 1 avec ton armure, mais c'est quand même pas mal pour le premier celui-là. Alors après, le choix est quand même beaucoup plus discutable, puisqu'on a un choix quand même très vaste d'options. Ouais, ça va être vrai pour pas mal de personnages. Après, il y a une partie d'amélioration statistique où tu vas pouvoir enlever des cartes moins 1, remplacer des moins 1 par des plus 1. Enlever 2 cartes moins 1, remplacer une moins 1 par une plus 1. Ou alors ajouter des cartes plus 1. Alors moi je donnerais un conseil quand même, je l'ai vu avec mon dernier personnage, c'est de faire attention avant d'enlever trop de cartes. Parce que pour le coup, si tu enlèves trop de cartes sans en ajouter, tu as un risque d'avoir l'échec critique qui arrive plus souvent. Ou l'attaque critique. Ouais, mais alors moi, dans mon cas, c'est plutôt l'échec critique. Après, ça dépend si on a du bol ou pas, quoi. Voilà. Donc, mais lui, il fait pas trop ça, je crois, parce que justement, il a pas de perk. Il y a certains personnages où on va pouvoir enlever plusieurs cartes plus 0, par exemple. Donc, on va vraiment enlever les cartes moyennes. Et lui, il est pas trop là-dedans. Ça va, son deck va pas trop. Il va plutôt avoir tendance à avoir un gros deck, en fait. Parce qu'il va rajouter des comment on appelle ça? Des actions, tu vois, push, pierce, stun, disarm, muddle, tout ça, c'est du rajout, tout ça. Ah, mais tu vois, tu as du stun, par exemple, pour faire le combo avec les cartes qu'on a vues. T'en as deux possibles. Là, pour le coup, c'est pas mal ça. Tu peux désarmer, tu peux muddle. Et tu as un transpercé quand même aussi. 2 transpercés 3, quoi. Et là, c'est quand même fort, parce qu'on a souvent des adversaires avec des armures qui sont durs à tuer, comme les squelettes, tout ça, là. Ou les démons, là, le Wind Demon, tout ça là. Et ça quand même, moi je pense que c'est quand même un truc à prendre assez rapidement, ce transfert C3,
pour justement pouvoir se débarrasser de ces adversaires qui sont vraiment très embêtants quand on tombe dessus. Et le plus 3 à l'attaque, t'attires pas celui-là? Ouais, non, le plus 3, il est pas mal, il est bien aussi. Ouais. Le plus 3, plus 3. Ouais. Bon, il y en a qu'une, hein, donc il y en a qu'une. On va la prendre rapidement. Ouais, oui, alors après, tu parlais de l'épaisseur des decks aussi, c'est un peu le souci. C'est-à-dire que si tu as un deck plus gros, avec plein de. Enfin, deck de perk, hein, le deck de bataille, quoi. Et, tes bonnes cartes vont sortir moins souvent, quoi. Ouais. Donc, Oui, mais là, tu as toujours la possibilité d'en enlever quand même. Tu peux enlever 2 moins 1. Ouais, c'est vrai que lui, c'est quand même le personnage qui va se retrouver avec un méga deck de combat, quoi. Un gros tas de cartes, quoi. Ouais. Parce qu'il en a que tu peux enlever que 2 moins 1, hein, c'est ça? Bah, c'est ça. Après, tu remplaces 1 moins 1 par 1 plus 1. Donc, ça change rien. Ouais, ça change pas. Non, ouais, tu vas avoir un gros tas, tas de cartes, en effet. Tas de cartes. Ouais. Avec dans le lot, du coup, un moins 2, enfin, tu gardes quand même des désavantages. Tu peux très bien à un moment foirer ton attaque quand même, quoi. Ouais. Avec ce personnage-là. Il est moins, on va dire qu'il est moins précis que certains. Lui, c'est vraiment le côté un peu bourrin, quoi. Mais c'est intéressant, ça donne un style de jeu qui change de certains. On verra avec les autres personnages quand on les décrira. Il y en a qui sont plus subtils, quoi. On va pouvoir vraiment enlever beaucoup de cartes négatives. Pas forcément trop épaissir le deck et puis jouer plus spécialisé, quoi. Alors pour le tank, t'en as quand même une qui ajoute un plus 1 et chute de 1. Ouais. Donc tu peux. Parce que si tu joues de cette manière-là, celle-là va être quand même intéressante. Ouais. Et après, si tu veux jouer plutôt, tu vois, quand on parlait de l'option de jouer à distance, tu peux là, ça me paraît intéressant de prendre les 2 targets, les 2 cibles. Tu rajoutes des cibles. Ouais. Donc tu augmentes les nombres de cibles et ça c'est fort quand même, c'est pas mal. Sachant que ça marche aussi au corps à corps. Hein. Ah oui. Ah bah ouais. Ah bah oui, t'as raison. Ouais, très bien. Si t'as fait une attaque au corps à corps de 5, tu tires target plus un target. Si t'en as un autre mec à côté avec la même carte, la même attaque, tu tapes 2 fois. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Donc il y a des possibilités quand même. Des possibilités. C'est pas mal. En plus, je pense que c'est un personnage qui va assez vite remplir ses paires quand même. Je pense. Bon, après, tu me diras, c'est un peu aléatoire, mais moi, je vois que même moi, quand je le jouais, ou même quand Julia, elle a fini, elle montait très vite dans les perks. Beaucoup plus vite que d'autres personnages. Ouais. Bah, il monte, il gagne pas mal de points d'expérience, hein, donc il va monter vite de niveau. Et oui, donc il en prend un par niveau. Hein, j'en prendrai un par niveau, et puis après, pour le reste, ça dépend. Hein, pour ce qui est des. Oui, mais comme il s'épuise de bataille. Pas facilement, donc il a quand même des chances d'aller au bout de chaque fois des trucs. Ouais. D'accord. Voilà pour les perks, donc pour les avantages du deck de combat. Il nous reste à voir juste pour finir avec l'inox, et on terminera là-dessus. Mon ami Arkaril, c'est quels objets prendre avec l'inox. Quels objets. Alors au début, moi je vois bien le casque parce que il commence quand même qu'avec 10 points de vie et prendre une attaque critique qui multiplie par 2 les dégâts, c'est toujours quand même un risque au début du personnage. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, le casque. Il y a quoi? Il y a 2 casques ou 3 casques peut-être disponibles au début de la partie. Il y en a 2, je crois. Ils sont à laisser aux personnes qui vont se prendre le plus de dégâts. Hein. Mais par contre, tu vois, le casque, quand tu passes le niveau 5, peut-être c'est plus trop une nécessité. Parce que dès que tu vas attaquer les plus de 20 points de vie, pas forcément non plus, tu peux encaisser des dommages. Tu meurs plus sur le coup, quoi. Donc éventuellement, moi je sais que Julia, elle l'a abandonné après pour avoir un objet plus puissant qui lui permette de faire des actions. Mais je sais que de temps en temps, elle se prend une réussite, elle se prend un critique et ça lui fait mal quand même. Hein, Non mais le casque quand même malgré tout, je suis d'accord avec toi, il est moins nécessaire, mais c'est un des objets les plus puissants. Hein.
par rapport au niveau qualité-prix. Oui, oui, surtout pour le départ. Ah bah ouais, il sert quand même beaucoup. Donc indispensable pour moi. En tout cas, au début, c'est sûr. Même pendant un bon moment, quoi, je pense que tant que vous êtes moins de point de vie, c'est pas indispensable d'avoir le casque pour la sécurité du personnage. Parce que si jamais il est hors jeu, quoi, ça va quand même on va avoir de bonnes chances de rater le scénario, quoi. Quand on est deux avec si la brute est KO, quoi, c'est bon, quoi, ça va être pratiquement impossible. Immuniser aux attaques critiques, c'est quand même bien. Ouais, ça c'est très fort. Après, je pense que c'est un personnage, on avait dit qu'il faut customiser pour lui faire récupérer des points de vie. Donc les potions de soin, c'est quand même, ça va être indispensable pour lui d'essayer d'avoir une mineure tout de suite, puis pourquoi pas une majeure après aussi, pour enfin tout ce qui peut lui rebooster les points de vie. Ça, je pense que c'est intéressant, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah ouais. Oui, non, ce sera jamais perdu. Il en aura besoin à un moment ou à un autre, ça c'est sûr. Après, tout ce qui lui améliore sa rapidité, moi j'aimais bien, en tout cas personnellement, dans ma façon de jouer, c'est-à-dire, le déplacement. C'est-à-dire, soit des bots qui rajoutent du déplacement, soit des bots ailés, si on préfère, pour pouvoir sauter par-dessus les obstacles des adversaires. Je pense que tout ce qui lui améliore en mobilité, ça peut. Enfin, ça c'est plutôt dans l'option où on joue mobile, hein. Ça peut être intéressant. Maintenant, pour le tank, lui, ça va être, je pense, tout ce qui est armure, bouclier, tout ce qui lui améliore sa protection va être privilégié, hein, puisqu'on peut cumuler une armure plus un bouclier. Et éventuellement, il y a même parfois des objets qui te permettent d'augmenter encore aussi la défense. Voilà. Après, la potion, peut-être, c'est indispensable. La potion, tu sais, qui rajoute des dégâts, des +1 aux dégâts. Ça peut être pas mal. Les objets qui empoisonnent, qui blessent, tout ça, ça peut aussi, vu qu'il est au contact, il peut. Ça peut être pas mal. Il choisira peut-être plus des armes parce que là du coup tu parles des mains, hein, des armes type alors à une main, hein, puisque si on prend un bouclier on va en avoir qu'une. Si tu prends un bouclier, bah, notamment tu vas avoir la hache, est pas mal, hein, parce que ça donne deux targets au lieu d'une. Oui, mais est-ce qu'elle elle a une main ou elle est pas deux mains, celle-là? Je sais que je l'ai joué moi au début, mais après je l'ai abandonné. Parce que je crois que c'est deux mains, hein, la hache qui fait 2 cibles. C'est pas mal, mais je crois que c'est à 2 mains. Vérifier. Alors, ou alors, au début tu peux te passer du bouclier parce que c'est que 1 de protection. Mais à voir. Après, dans une main, tu as quand même pas mal d'armes, hein, quand même, qui permettent aussi de faire des choses. Ouais, mais plus tard. Pas forcément les objets de départ. Non, pas au départ. Non, au départ, on a quoi là? On peut avoir la dague empoisonnée, si. Je crois que c'est pas mal ça, parce que du coup ça rajoute +1 aux dégâts à l'adversaire après. Ça peut être quelque chose. Mais il va devoir faire des choix parce qu'on n'a pas énormément d'argent au début. Et peut-être que quand même l'armure. Non, au départ. Armure, le casque, les potions de soins. Armure, casque, potions de soins, peut-être. Bottes de déplacement, peut-être. Bottes de déplacement, et je pense qu'au début on n'aura que ça. Hein. C'est clair que après on rajoutera peut-être une dague empoisonnée ou une potion +1. C'est pas le personnage où on va forcément prendre les potions de stamina ou de création d'éléments. Hein. Création d'éléments, non. Ça c'est sûr. Ou alors pour les autres. En disant voilà, je participe au groupe et à un moment ou à un autre je pourrais sortir un élément qui va servir. Je sais pas. Plus tard, tu vois. Plus tard, vraiment si on le mène loin, peut-être on va prendre ça. Ça peut servir, mais bon, ça sera absolument pas prioritaire. Stamina, ça peut être utile. Ça peut servir, hein. Ça peut servir. Peut-être pas au départ, mais après, oui. Quand on le joue plus longtemps, oui, ça va être intéressant. Tu peux récupérer une carte là, que tu viens de jouer et qui est vraiment forte. Tu veux réutiliser une grosse attaque, par exemple, ou un truc. Voilà, on rentre pas dans le détail pour pas vous spolier, hein, sur les objets, mais voilà, donc en gros c'est ça, hein, c'est le déplacement, l'armure, si on est joue plutôt tank,
qu'il va falloir privilégier, et surtout les points de vie. Les points de vie, et puis on pourrait dire que même à haut niveau, on va privilégier aussi tous les objets qui permettent de se protéger des conditions. Hein. Parce qu'il est assez fragile aussi à l'empoisonnement, à tout ce qui touche les points de vie. Donc l'empoisonnement, la blessure, tout ça, c'est un risque aussi pour l'inox qui est au corps à corps. Parce que, et donc il va privilégier tout ce qui est objet qui peut le protéger de ça aussi. Ouais, voilà. S'il a de la chance d'en trouver. si les autres lui piquent pas avant, ouais. Ouais. Oui, pas comme c'est pas celui qui va aller sur les trésors en général. Donc c'est vrai que... Ouais, puis je pense notamment à une armure là que tu avais à un moment qui te protégeait des blessures et protégeait de je sais plus quoi là. Du poison et des blessures, c'est fort ça. Ouais, mais bon, ça fallait la chercher hein, quand même. Ça c'est un des meilleurs objets je trouve pour lui c'était parfait. Pour lui c'était top. Et tu sais que dans un scénar, un joueur avec Julien, en fait, il existe le casque aussi comme ça. Ah bon? Ouais, nous on l'avait loupé, mais il existe le casque aussi qui va avec l'armure. Quoi. Ah ouais. Et si t'as les deux, quoi, c'est pas mal. Quoi. Ça fait top. Encore tellement de choses à découvrir dans ce jeu. Ouais. Donc tu vois, pour rejouer, tu as toujours des surprises. Donc c'est ça qui est bien. Bon ben voilà, écoute Arcaril, les amis, on a fait le tour. Si vous avez des questions, ben, vous le mettrez dans les commentaires, hein, on vous répondra Arcaril ou moi bien volontiers. Si vous avez des interrogations sur le jeu, sur le personnage, sur ce que vous partagez votre expérience aussi, pourquoi pas. Éventuellement plus tard on pourrait répondre à vos questions, tout ça, dans d'autres, puisqu'on va poursuivre, hein, qu'est-ce que tu en penses? On va essayer au moins faire déjà tous les personnages de base. C'est sûr. Et plus tard, pourquoi pas, une fois que on vous mettra alors, avec un gros spoil, certains personnages que l'on découvre, que l'on a joué. Ce sera intéressant aussi. Mais pour ceux qui l'auront déjà joué, comme ça, ils ne sont pas de spoil. Ouais, voilà. On mettra, tu mettras juste le symbole du personnage, ce qui est sur la boîte, et puis après. On a le temps. Si les gens veulent ouvrir la vidéo, c'est comme s'ils ouvraient la boîte. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand on joue le personnage, ça peut être intéressant de savoir, voilà, quels sont comment les autres le jouent, quoi. Hein, ça peut aider. Bon, on a le temps de toute façon parce qu'on a déjà tous les personnages de base à faire, tous ceux qui sont disponibles. Et il y en a 6 déjà. Ouais, il y en a déjà 6. Et je vous rappelle que dans le jeu, il y a 17 personnages. Donc on va en découvrir 11 encore. Mais moi, en fait, j'ai pas atteint la moitié encore des personnages. Même... moi non plus. Hein. Donc comme quoi, il y a vraiment à faire dans ce jeu. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et on fait quoi la prochaine fois alors? Histoire de teaser un peu nos... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors moi je verrais bien celui avec qui il était là. C'était le Tinkerer. Le Tinkerer. Le bricoleur. Le quatrille. Le quatrille. La race des quatrilles. Eh ben très bien. Voilà, donc ça sera plutôt toi le spécialiste là, puisque c'était ton personnage. Mais bon, on a joué ensemble donc. Tu auras des choses à dire aussi. Voilà. Et donc, voilà, le prochain ce sera le bricoleur. Alors là, on aura pas mal de choses à dire aussi parce que lui, il est vraiment une manière complètement différente de jouer par rapport à l'inox. Oui. Voilà. Je te remercie, Arcaril. Eh ben, c'est moi qui te remercie. C'était très sympa. Ouais, moi aussi, très agréable en plus. Ça nous replonge dans le jeu, ça nous fait réfléchir sur les possibilités. Je trouve que c'est super. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, allez voir nos vidéos, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, allez bien aussi bien chez Arcaril que chez moi. Laissez-nous des messages si vous voulez, ou vous avez des questions ou même des commentaires, et puis éventuellement on vous répondra dans d'autres vidéos. Peut-être qu'un jour on fera un petit live d'ailleurs, tiens, pourquoi pas. Mais je pense qu'après, quand on en aura fait, peut-être quand on aura fini la série de base, pourquoi pas faire un live éventuellement, on verra. Peut-être faire ça. Voilà, si ça vous intéresse, vous nous le signalez. Allez, à bientôt les amis, pour une prochaine émission. Bye bye, portez-vous bien. Et bonnes vacances encore pour ceux qui le sont toujours. Salut. Salut.